Bonjour, soyez les bienvenus pour ce webinaire sur la ménopause chez les filles d'Istilben. C'est la deuxième fois que vous avez choisi ce sujet et vous avez bien fait pour deux raisons. La première, c'est que vous vous sentez probablement concerné car vous avez, je présume, entre 47 et 76 ans, âge des filles DES en France. Et pour le deuxième point, il y a actuellement des progrès pour la prise en charge de la ménopause. La première dia, s'il te plaît, Stéphane. Stéphane? Mais où est Stéphane? Il va revenir, Stéphane. Nous allons détailler les effets possibles de la ménopause, puis les particularités de cette ménopause chez les filles d'Es, et nous terminerons par des conseils pratiques. Ensuite, nous aurons le temps de répondre à vos questions que vous pouvez adresser. La suivante, s'il vous plaît. Définition. La ménopause se définit, suivante, comme un arrêt des règles depuis au moins 12 mois. Cette ménopause est liée à la diminution de l'apport en hormones estrogènes. L'âge moyen en France est de 51 ans. On appelle périménopause la période qui va du début des modifications des règles, qui deviennent irrégulières, espacées, jusqu'à leur arrêt complet. La suivante. Beaucoup de ménopauses se passent de façon simple, mais malheureusement, la majorité vont avoir droit à des conséquences dont la liste est longue. Désolé de raconter toutes les pénibilités de cette ménopause, mais c'est indispensable. Très heureusement, on a davantage de moyens actuellement de soulager. Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, elles sont liées directement à la chute des estrogènes. 80% des femmes les rencontrent, mais chez 25% d'entre elles, elles sont invalidantes. Et la durée est variable, on dit qu'elle ne dépasse pas trop les 7 années, mais ce n'est pas toujours vrai d'après les comptes rendus. Autres désagréments, la liste est nombreuse, sensation de fatigue, troubles dépressifs, troubles de l'humeur et de la mémoire, et aussi des douleurs articulaires. Tous ces désagréments ne doivent pas être négligés et nous verrons qu'il y a des moyens de les prendre en charge. La suivante. Troisième gêne, c'est la sécheresse vaginale et les troubles urinaires. Elle est directement due à la carence en estrogène, elle touche la majorité des femmes et elle s'aggrave avec la durée de la ménopause. Elle a des impacts négatifs avec, pour la sécheresse vaginale, un retentissement sexuel et pour les troubles urinaires, irritation, infection, parfois incontinence. La suivante. L'ostéoporose est une maladie diffuse du squelette. On en trouve 10% environ en début de la ménopause et on atteint 50% à 80 ans. Sa conséquence est le risque accru de fractures au niveau de la colonne, du poignet, du col du fémur. Si nécessaire, en cas de doute, il est possible de faire un test assez simple, un test radiographique, c'est l'ostéodensitométrie. La suivante. Risque cardiovasculaire, c'est un point sur lequel nous allons beaucoup insister. Il est à la mode en général pour les femmes, mais plus spécialement, comme nous le verrons, pour les filles DES. Les risques cardiovasculaires sont liés à la baisse d'estrogène qui va faciliter la plaque d'athérome. Cette plaque d'athérome, c'est un dépôt de graisse dans la paroi des vaisseaux qui, comme le montre le schéma, rétrécit le calibre
des vaisseaux, et tout spécialement des vaisseaux du cœur, les vaisseaux coronaires. Le deuxième temps, c'est qu'après la formation de cette plaque, il est possible qu'il y ait un décollement, une rupture de cette plaque d'athérome. Ces deux éléments, rétrécissement puis, à plus forte raison, rupture de la plaque, sont à l'origine du risque d'infarctus du myocarde. La suivante. Il faut insister, et il y a de grandes interventions sur ce sujet actuellement et beaucoup de recherches, sur la particularité de l'infarctus du myocarde chez la femme. En effet, ils sont en augmentation depuis une dizaine d'années et ils croissent plus que les hommes au point qu'ils s'approchent du risque qui reste majoritaire chez les hommes, mais tout de même, les femmes s'en rapprochent. C'est un sujet important. Parmi les causes, on retrouve en particulier le tabac et probablement une activité physique moindre, mais il y a aussi d'autres paramètres. La particularité, c'est que le diagnostic est difficile à faire chez les femmes parce que les signes sont souvent trompeurs et sont des tableaux curieux de douleurs bizarres dans l'abdomen, genre digestif, ce qui faut que effectivement les signes sont trompeurs. Mais de plus, on y pense peu. Et dans les congrès où je suis allé, il y a de très nombreux congrès sur la ménopause, j'ai bien aimé une des phrases qui a été prononcée, c'est que la femme appelle le SAMU pour l'infarctus de son conjoint, mais pas l'inverse. Eh bien, il faut que monsieur pense que sa femme peut faire, elle aussi, un infarctus et qu'il ne tarde pas à appeler le SAMU. Tous ces éléments font qu'il y a une perte de chance et quand on observe le taux de mortalité chez les femmes hospitalisées, il est très supérieur à celui des hommes. Donc, il y a globalement une situation mal connue, mal gérée et qui doit, cette prise en charge doit être améliorée, ne serait-ce que déjà en pensant à ce risque. La suivante. Nous allons passer maintenant au traitement de la ménopause. Le principal traitement, et le but est très simple, c'est un traitement par des hormones qui va remplacer les estrogènes qui sont absents et qui va de cette façon effacer la plupart des effets secondaires. En particulier, l'efficacité est très claire sur les bouffées de chaleur, sur l'ostéoporose et partiellement pour la sécheresse vaginale. La suivante. Il faut faire la balance avantage-risque et sur ce plan-là, il y a une évolution très importante, récente des connaissances. Tout d'abord, il y a eu un coup de tonnerre concernant le traitement hormonal en 2002. À la fin des années, avant les années 2000, le traitement de la ménopause était largement employé dans le monde, en France en particulier, et une très importante étude américaine de 2002 a trouvé que ce traitement augmentait notablement le cancer du sein et l'infarctus du myocarde. Ceci entraînait une réduction très nette des traitements hormonaux, ce qui se comprend devant ce risque. Mais il faut dire que l'analyse qui a maintenant été complètement faite montre que la situation était radicalement différente de ce qu'elle est maintenant. En particulier, on utilisait à ce moment-là des hormones différentes, très modifiées par rapport aux hormones naturelles, un peu comme l'était le distilbène par rapport aux autres estrogènes. On peut faire une petite analogie, ce sont des hormones très artificielles et qui avaient des effets majeurs en ce qui concernait les cancers du sein et l'infarctus. De plus, les femmes étaient très âgées puisqu'elles avaient, en moyenne, elles avaient un âge de 63 ans. Nous verrons que cet âge-là n'est pas l'âge le plus habituel du traitement de la ménopause. Et puis, il y a eu une évolution très importante en Europe et en France spécialement. C'est un cocorico qui est justifié dans ce cas précis, car en employant des hormones très proches ou pratiquement identiques aux hormones naturelles, en employant, quand c'est possible, la voie cutanée pour les gels, comme on le fait maintenant,
eh bien, il n'y avait pas d'augmentation du risque de cancer à 10 ans. Ce point est essentiel. Mais il faut voir maintenant le deuxième point qui concerne les accidents cardiovasculaires. La suivante. En effet, on avait observé que les effets étaient différents selon la date de début du traitement. C'est-à-dire qu'un traitement employé peu après la ménopause était favorable, alors qu'à distance de la ménopause, il était défavorable. On a l'explication, qui est relativement récente, c'est que les estrogènes sont protecteurs et lorsqu'ils sont employés au cours des 10 années après la ménopause, ils diminuent la formation de la plaque d'athérome et donc diminuent le risque d'infarctus. En revanche, si on emploie au-delà de 10 ans après la ménopause ou après 60 ans, le risque est augmenté parce qu'il y a un risque, dans ce cas-là, augmenté de décollement des plaques d'athérome et donc risque augmenté d'infarctus. Ceci se traduit par une formule qui est la fenêtre de traitement, c'est-à-dire il est bien préférable et même nécessaire, si possible, de commencer le traitement tôt. La suivante. Alors, il y a d'autres traitements que les traitements hormonaux. En ce qui concerne les bouffées de chaleur, il y a de nombreux traitements proposés. Il est préférable de les prendre en libre-service en pharmacie et d'éviter l'Internet pour lesquels on prend plus de risques. Ils ont des effets positifs variables, mais qui ne sont pas négligeables. Et sur ce plan-là, il y a une nouvelle toute récente que je vais vous donner, la suivante. C'est qu'on a maintenant sur le marché un produit, une molécule nouvelle qui n'est pas de type hormonal et qui joue sur la thermorégulation. C'est-à-dire que les bouffées de chaleur sont déclenchées par un centre de la thermorégulation qui tolère mal la baisse en estrogène et il réagit en déclenchant des bouffées de chaleur. Eh bien, l'effet est de type neurologique. On agit sur ce centre de thermorégulation. Il s'appelle fézolinetant ou elinzanetant. Ils ont été approuvés par la FDA aux États-Unis. Le premier a été déjà approuvé par l'Agence européenne du médicament et la demande est en cours pour le suivant. Ils ne sont pas encore disponibles et encore moins remboursés en France pour l'instant, mais ça devrait se produire dans un avenir relativement proche. Leur efficacité est démontrée, elle est bonne, légèrement inférieure au traitement hormonal de la ménopause, mais on se doit, comme c'est un nouveau médicament, d'être prudent et, entre autres, pour les femmes qui ont été traitées pour un cancer et qui emploient des traitements qui donnent des bouffées de chaleur souvent importantes, étant donné qu'il n'y a pas eu d'études sur ce sujet, ils ne sont pas recommandés pour l'instant dans cette situation. La suivante. Traitement pour la sécheresse vaginale. Les hydratants et lubrifiants sont très utiles et apportent un confort sexuel. Les estrogènes par voie vaginale ont aussi un rôle tout à fait essentiel. Ils diminuent la sécheresse vaginale ainsi que les troubles urinaires, les irritations, l'infection et l'incontinence. Le point important, c'est que c'est certes un traitement de type hormonal, mais il n'y a pratiquement pas de passage dans la circulation, donc les effets restent locaux et ils sont donc, c'est maintenant, il y avait des doutes parfois déclarés, et on sait maintenant qu'ils sont tout à fait employés, même dans les cas où le traitement hormonal par voie générale est contre-indiqué. La suivante. Maintenant, les particularités des filles DES. Alors, il y a du bon et du moins bon pour vous. Premier point, l'âge de la ménopause, il est globalement le même, à une petite exception, c'est qu'on a un peu plus fréquemment
16% des filles d'ES de règles qui s'arrêtent avant 45 ans contre 7% chez les autres. Ceci est lié bien sûr à la diminution plus précoce des estrogènes. Deuxième point, l'ostéoporose. Là, pour une fois, vous êtes gagnant, puisque globalement, on a pu constater par une étude bien connue de Parker que globalement, les filles DES avaient moins d'ostéoporose, lors de la ménopause. Alors Parker, qui avait fait l'étude qui a démontré ça, en tirait comme élément que cet estrogène, décidément employé tellement longtemps à l'avance, avait encore des effets, et pour une fois, ils étaient favorables. Donc, c'est plus favorable pour les filles DES, avec l'exception cependant, comme on l'a vu, en cas de ménopause précoce, le risque, comme chez les autres, est augmenté puisque la carence en estrogène se produit plus tôt. La suivante. Alors venons, malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus pour le risque cardiovasculaire chez les filles DES, puisqu'une vaste étude de Troisi en 2017 a trouvé une augmentation de certains accidents cardiovasculaires. La maladie coronaire, donc par rétrécissement des artères coronaires qui se traduit par des douleurs dans la poitrine, sont plus fréquentes, facteur 1,7. Surtout, le risque d'infarctus du myocarde est multiplié par 2. C'est un risque considéré comme notable. Cependant, un bon point, c'est qu'il n'y a pas plus d'accidents vasculaires cérébraux. La suivante. Bonne nouvelle pour les cancers du sein chez les filles d'ES. Il y avait une série d'études, une aux États-Unis en 2006 et la nôtre en 2015, qui avaient trouvé globalement un risque multiplié par 2 du cancer du sein avant l'âge de 50 ans. Mais il y a eu une réévaluation par l'équipe américaine sur la même population en 2017 et qui a trouvé que le risque était revenu à la norme pour les femmes de plus de 50 ans, ce qui est donc le cas pour vous. Ce point est très important puisqu'on peut envisager un traitement hormonal alors qu'on était réticent lorsqu'on avait cette augmentation. On peut dire que cette augmentation a été avancée par rapport au reste de la population chez les filles DES et qu'après, elles rejoignent le taux de risque commun. Donc, les filles DES peuvent recevoir un traitement hormonal. Nous y reviendrons. L'endométriose, là aussi, on sait que les femmes filles des sylbènes, décidément, là aussi, cet estrogène a un effet à long terme puisque la fréquence d'endométriose est aussi multipliée par 2. Alors la question est, que faire vis-à-vis de l'endométriose? Il y a un effet bienfaisant pour une fois de la ménopause, c'est que lors de l'arrêt des règles et la chute des estrogènes, puisque ces petits nodules de mini-règles, en quelque sorte, que l'endométriose, ne sont plus alimentés par des estrogènes, il y a une diminution des douleurs et des saignements. La question qui va se poser lors de la ménopause, les signes habituellement vont bien régresser, effectivement, mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres perturbations. Est-ce qu'on peut faire un traitement hormonal de la ménopause? La réponse est oui, et puis juger. La règle, c'est de commencer un traitement à la plus petite dose possible efficace, et puis juger s'il revient les douleurs ou les saignements liés à l'endométriose, il faudra soit arrêter le traitement, soit le modifier. Mais ce n'est pas un grand risque de voir si les effets de l'endométriose se manifestent encore ou pas. La suivante. Alors maintenant, en pratique, prise en charge de la ménopause pour les filles DES. Eh bien, ceci doit être l'occasion d'une évaluation personnalisée, une consultation longue, comme on dit, dans laquelle on va évaluer tous les éléments et conclure à éventuellement des traitements. Quel est le niveau des effets négatifs? Bien supporté ou non? Est-ce qu'il y a un risque d'ostéoporose? Est-ce qu'il y a eu déjà des fractures
ostéoporose dans la famille. Et si on a un doute, on peut faire une ostéodensitométrie, c'est un examen simple. Est-ce qu'il y a des risques particuliers de cancer du sein? Nous avons vu qu'avec votre âge, il est entré dans la norme. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque? Nous l'avons vu, risque cardiovasculaire. Comment les rechercher? C'est par une prise répétée. Il faut avoir son appareil et surveiller de façon répétée la tension artérielle, évaluation du cholestérol, la glycémie. Puis il y a des tests particuliers qu'on appelle le score calcique. C'est un examen radiologique qui repère s'il y a au niveau des artères coronaires des calcifications. Ce test est dans la main des cardiologues qui, il faut bien le dire, sont partagés un peu sur leur indication. Enfin, il y a un test qui existe qui peut être manié, entre autres, par les cardiologues. Et puis, il faut beaucoup tenir compte des souhaits de cette fille DES. On ne va sûrement pas lui imposer un traitement. Beaucoup d'entre vous ont une dent contre les traitements hormonaux, avec de bonnes raisons, et on comprend qu'il y a une réticence, et tout ceci doit bien sûr se discuter tranquillement, pour arriver à un choix dans l'attitude des traitements. La suivante. En conclusion de cette consultation, si le traitement hormonal est choisi, il faut le débuter au cours des premières années de la ménopause ou avant 60 ans. Et puis, en attendant, il faut agir sur les facteurs de risque qui sont modifiables. Et ça, c'est un sujet à la mode et qui n'est pas accessoire, car l'efficacité de ces risques, en agissant sur ces risques modifiables, on diminue les risques à des taux qui vont à 30-40% selon les études. Exemple, supprimer le tabac, activité physique, et parmi les recettes, on dit marche rapide ou vélo, appartement par exemple, 30-40 minutes, 3 ou 4 fois par semaine. Cette mesure-là est capable de diminuer donc de 30% le risque d'accident grave. La suivante. Alors, on ne doit pas oublier le reste de la surveillance et des filles. C'était une occasion de rappeler, pour le dépistage concernant le cancer du col de l'utérus, vous savez bien qu'il est différent de celui de la population générale. Actuellement, pour cette tranche d'âge, jusqu'à 65 ans, on recherche seulement le virus HPV tous les 5 ans. C'est la règle pour Madame Tout-le-Monde. C'est différent pour les filles DS, comme vous savez, car il y a un risque de 2 types de cancers, risque de dysplasie, d'états précancéreux qui sont liés au virus HPV et peuvent aboutir à un cancer classique, si on peut dire, et puis le risque d'adénocarcinome à cellules claires, qui n'est pas lié, lui, au virus HPV. D'où l'option qui a été prise en accord avec la Société de colposcopie au début de cette année, de proposer, c'est un changement par rapport au conseil précédent, d'associer test HPV et cytologie, c'est-à-dire l'examen des cellules, et ceci tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. La suivante. En ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, le dépistage organisé, qui est celui qui est adapté aux FIDES, comme nous l'avons vu, est de mammographie tous les 2 ans, de 50 à 74 ans. Cependant, des voix, dont celle de M. Espier, qui est très spécialisé dans cette question, observent que du fait de l'arrêt de la surveillance par mammographie, on se trouve confronté à des diagnostics de cancer à des stades déjà avancés, très évolués, et il est très en faveur, pour un dépistage individuel, de demander en fait une mammographie et de continuer au-delà de 74 ans au rythme de tous les 2 ans. C'est le conseil que je vous transmets. La suivante. Alors, vous avez, comme vous le savez, vous avez toutes ces informations qui sont recensées dans le guide pratique.
soit le guide court, mais si vous avez besoin d'informations plus détaillées, ils sont destinés aux professionnels, mais aussi, bien sûr, aux familles DES, et ils sont disponibles et mis à jour chaque année sur le guide. La suivante. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je voudrais maintenant répondre à vos questions. Il en était arrivé quelques-unes ces derniers jours et on va me communiquer, je présume, d'autres questions que vous avez envoyées pendant ce temps-là. Je vous remercie.